Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons donc ouvrir cette table ronde qui s'intitule « Travailler ensemble » avec Gilles Bonnefond, Dominique Jakovenko, Pascal Rocher, Marie-Odile Saillard et Jean-François Thébault. Alors cette thématique « Travailler ensemble », c'est un petit peu un serpent de mer, hein. C'est comme mettre le patient au cœur du système de santé, c'est-à-dire que tout le monde en parle, tout le monde le souhaite, mais personne n'est d'accord sur les modalités concrètes pour mettre en œuvre ce mieux travailler ensemble. Pourtant, les blocages sont connus et identifiés. Pêle-mêle, on peut citer l'hospitalocentrisme, la médicalisation excessive, le centralisme étatique, la déshérence du DMP, du dossier médical partagé. Et pourtant, ça et là, des initiatives locales existent qui montrent que non seulement c'est possible, mais que ça marche et même que ça peut marcher très bien. À une condition, toutefois, à condition de partir de la base, c'est-à-dire de partir des acteurs de terrain et de faire confiance à ces acteurs de terrain. Car ma conviction, c'est qu'il faut laisser avant tout les professionnels s'organiser entre eux. Alors, comment fluidifier les relations entre ces professionnels? Comment changer l'état d'esprit des acteurs de santé? Peut-on s'inspirer d'exemples étrangers? Voilà quelques-unes des questions que nous allons aborder au cours de cette table ronde. Je vais donc commencer par Madame Saillard, que je ne vois pas en retour de vidéo. Est-ce qu'on peut avoir le retour vidéo de Madame Saillard? Sinon, écoutez, nous commencerons donc par Dominique Jakovenko. Bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmier. Alors, vous participez à une expérimentation qui s'appelle Équilibre. Ouais. Et dans ce cadre, vous permettez un soutien aux patients comme aux aidants, notamment en permettant des injections sous-cutanées en anticoagulants. Expliquez-nous comment vous avez mis en place cette collaboration entre les médecins et les pharmaciens. Donc en fait, l'expérimentation Équilibre est une avancée pour la profession qu'on attendait depuis longtemps, grâce au ministère et à la CNAM. Et comme l'ont dit ce matin Guy et Olivier Véran, on est vraiment là dans le soin et dans la coordination pluriprofessionnelle médico-sociale. Donc en fait, dans cette expérimentation qui s'appelle Équilibre, équipe d'infirmières libres et responsables solidaires, en fait, on a tout le loisir de développer notre expertise clinique et à viser à l'autonomie du patient. Donc en fait, on intervient dans le cure, comme d'habitude, mais on a beaucoup de liberté dans le care. Et en fait, avec les patients, on est là pour les coacher, entre guillemets, les rendre autonomes tout en ayant une supervision. Donc on coordonne, puisqu'on coordonne avec les pharmaciens, les médecins, la ville et l'hôpital, et le médico-social, et on permet aux patients d'avoir une qualité de vie retrouvée. On a plein d'exemples de patients qu'on a accompagnés et on est reconnu, rémunéré pour cet accompagnement. Et une fois qu'on le sent prêt, on le laisse libre pour ses injections sous-cutanées, pour des préparations de traitement. Nous, on vient là, il peut nous appeler, on est un peu la téléalarme du soin. On travaille avec tout le monde et on a déjà autonomisé beaucoup de patients. On est bien rémunéré, notre expertise clinique est valorisée et c'est surtout le aller vers, le prendre soin, tout en coordonnant avec nos collègues pharmaciens. On fait des coordinations à domicile, c'est l'expérimentation. Avec les pharmaciens, on fait des bilans. Il y a plein de choses à faire en commun avec les pharmaciens comme avec les médecins. Cette expérimentation nous le permet. Et les 150 heureux bénéficiaires de cette expérimentation, depuis 7 mois, on est aux anges. On a vraiment la profession infirmière valorisée, reconnue. Et maintenant, on a des listes d'attente d'infirmiers qui veulent nous rejoindre. On n'est que sur 3 régions, malheureusement. Mais ça va augmenter. Bien, écoutez, merci beaucoup et puis bravo à vous. Pascal Rocher, bonjour. Vous êtes président de Ramsay Santé, qui est le premier groupe d'hospitalisation privée. Vous avez également des établissements en Suède. Et alors, lorsqu'on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit qu'en Suède, vous mettiez en place quelque chose de très original, c'est-à-dire qu'en fait, l'infirmier ou l'infirmière est le premier maillon de la chaîne. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe justement en Suède. Alors effectivement, en Suède, nous avons 105 centres de soins primaires. Un Suédois doit s'affilier à un centre de soins primaires. Nous avons 1 million de Suédois. Et lorsqu'un Suédois rentre dans ce centre de soins, en moyenne, il y a une quinzaine de professionnels, un infirmier qui fait le triage à l'accueil. Et la réalité montre que dans 80% des cas, la nécessité, le besoin du patient peut être traité par l'infirmier. Si ce n'est pas le cas, il va voir un médecin généraliste, pas toujours le même obligatoirement, avec un dossier en revanche médical patient qui le suit partout dans la Suède, j'ai envie de dire. Si la problématique relève d'un spécialiste, il y a un certain nombre de spécialistes. Il y a également un psychologue. On fait de la biologie en temps réel, telle que la mesure de l'hémoglobine glyquée pour un diabétique, et des urgences très légères. Donc une vraie coordination des soins dans une unité de lieu, de temps, au sein de ce centre de soins,
avec une comparaison et une mesure de la qualité qu'on doit partager avec les 21 régions suédoises. On est en l'occurrence présent dans 13 des régions suédoises. Donc c'est vraiment, on rentre par l'infirmier, même si souvent le Suédois s'attend à voir un docteur. En fait, il se rend compte que dans beaucoup de cas, la compétence d'un infirmier lui permet de répondre à son besoin. Puis une coordination dans le même endroit entre médecins généralistes, certains spécialistes, le psychologue. Dernier point, dans ce système, en moyenne, un médecin généraliste en Suède voit 13-14 patients par jour. Le système français, où on est payé d'activité, fait qu'en moyenne, un médecin généraliste voit plutôt entre 25 et 28 patients par jour. Donc la notion de prévention prend vraiment son sens dans ce système de soins. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, au lieu que tout soit centré sur le médecin, il y a une chaîne Absolument. qui part du patient, du besoin du patient, à partir de l'infirmier. Merci beaucoup. Jean-François Thébault, bonjour. Vous êtes vice-président de l'AFD, qui est l'Association française des diabétiques. Alors, vous avez monté une structure qui s'appelle Élan Solidaire, qui est une structure assez ancienne, puisqu'elle date de 2009, je crois. Aujourd'hui, il y a près de 3500 patients qui ont été accompagnés. Alors, comment est-ce que vous avez réussi à faire travailler ensemble les professionnels de santé au bénéfice spécifique des diabétiques? Alors, d'abord, c'est la Fédération française des diabétiques. Elle a changé de nom. C'est une fédération parce que nous regroupons plus de 81 pour être précis, associations fédérées qui sont locales, pratiquement une par département, avec les délégations. Dans la prise en charge du diabète, c'est par définition collectif. Un diabétique a besoin d'une prise en charge qui est à la fois polyprofessionnelle, avec les infirmiers, les pharmaciens, les diététiciens, les médecins bien sûr, mais aussi polydisciplinaire avec les diabétologues, les cardiologues, les néphrologues et bien entendu les médecins généralistes. Donc c'est dans l'essence même, c'est dans l'ADN, hein, le travailler ensemble de la fédération. Et la fédération a été à l'initiative des patients experts, c'est-à-dire il nous est apparu d'emblée, enfin il est apparu à ceux qui étaient en place à l'époque, dont Gérard Raymond en est le promoteur, il faut rendre à César ce qui est à César, la nécessité d'un accompagnement par les pairs, d'un accompagnement par les patients eux-mêmes, qui permettait de mettre en place ce qu'on appelait l'accompagnement thérapeutique et en 2009, l'éducation thérapeutique. Nous avons créé en 2008, donc un an avant la loi HPST, un programme qui s'appelle Élan Solidaire, qui permet de former des centaines de bénévoles actifs experts, des patients experts bénévoles qui vont pouvoir participer au programme de formation de manière à participer à l'éducation thérapeutique des patients, d'une part dans les programmes autorisés par les ARS, ou accompagner les patients quand on est dans les programmes d'accompagnement thérapeutique qui, eux, ne sont pas financés, faits bénévolement par les associations fédérées. Ça, c'est en place depuis maintenant 11 ans, ça fonctionne, c'est financé par quasiment uniquement par l'assurance maladie. Les patients experts sont formés par une association de formation LAFDET qui est reconnue. Chaque patient formé peut avoir un programme de formation à l'éducation thérapeutique des 40 heures qui lui permettent de les participer, mais nous avons également à côté des formations psychologiques, des formations à l'écoute, et l'ensemble des patients est coaché avec une supervision et qui va nous permettre d'évaluer. Donc en termes numériques, nous avons actuellement 1000 patients experts qui ont été formés au cours de ces 10 dernières années, va-t-on dire. On a accompagné physiquement 8500 diabétiques sur le terrain avec des programmes faits par les associations fédérées. Et au niveau de l'éducation thérapeutique, comme c'est les ARS qui le gèrent, et que l'évaluation finale est prévue l'année prochaine en 2021. Donc je ne pourrais pas vous donner de chiffres extrêmement précis sur ce sujet, mais sachez que dans tous les programmes d'éducation thérapeutique mis en place dans les centres qui sont pour la plupart malheureusement hospitaliers, il y a toujours des patients experts. Merci beaucoup Jean-François. Marie-Odile Saillard, bonjour. Vous êtes directrice générale du CHR, du Centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Alors vous, de travailler ensemble, en fait, vous l'avez déjà mis en œuvre au sein de votre établissement, c'est que vous avez réussi à faire travailler ensemble l'administration et les médecins. Et d'ailleurs, lorsqu'on a préparé ensemble cette table ronde, vous m'avez dit, oui, ce lien, c'est des liens qui peuvent parfois choquer, y compris en interne. Alors expliquez-nous comment vous avez réussi ce petit miracle de faire travailler des médecins et une administration. Bonjour, merci de me donner la parole à l'occasion de CHARM.
Effectivement, écoutez, bon, déjà, on va dire qu'on a une grande histoire, hein, je dirais, de travail en commun depuis très longtemps sur le centre hospitalier régional Metz-Thionville, qui est un centre hospitalier régional constitué en 77 sur les deux villes principales de Thionville et de Metz. Et avec lequel on a un travail important depuis de longue date, d'abord sur le 15, sur la régulation du centre 15, et avec un certain nombre d'associations de médecins, en particulier la PDS, qui est une association de médecins libéraux, la constitution depuis maintenant près de 2 ans d'une CPTS qui fonctionne. Marie-Odile, s'il vous plaît, évitez les acronymes. Je vous demande de CPTS, Communauté territoriale des professionnels de santé. Je vous demande d'éviter au maximum les acronymes. Merci beaucoup. Entendu. Entendu. Et puis, nous profilons toujours sur ce terreau-là, évidemment, hein, dans la position de site pilote, et je pense même qu'on sera sûrement le site pilote des sites pilotes, du fameux service d'accès aux soins, qui va se mettre en place, hein, qui était une des dispositions envisagées par Ma Santé 2022 et qui est confirmée par le Ségur et se met en place là maintenant dans les mois qui viennent. Donc on a, premier élément de réponse, on a une histoire de liens importants avec la ville et aussi, nonobstant la concurrence par ailleurs, de liens importants avec les établissements privés. Je pense que c'est quelque chose qui est particulièrement vivant. Alors, je crois que si vous m'avez donné la parole aussi, c'est parce qu'effectivement, on a vu que la crise du Covid qui vient de se dérouler dans des conditions particulièrement dures, hein, je serais même tentée de dire violentes, sur le Grand Est en première vague, et en particulier sur les 2 départements alsaciens et la Moselle. Je tiens à le dire parce que je pense qu'elle est un peu oubliée, on la passe un peu sous silence, on a tendance à passer de l'Alsace à Paris directement en passant par-dessus. N'oublions pas que la Moselle a eu autant de décès en première vague que le Haut-Rhin. Et donc cette crise nous a permis de renforcer de manière très très importante ces liens et de mettre en place effectivement un certain nombre de mécanismes tendant à nous informer les uns les autres, à nous prévenir, alors en mode crise évidemment au moment de la crise, et puis pour ce qu'il en reste maintenant, et c'est très important, dans ce qu'on est en train de construire sur ce qui a été effectivement bâti à ce moment-là. Marie-Odile, excusez-moi, on va revenir de toute façon effectivement sur les épidémies de Covid. Je veux juste d'abord interroger Gilles Bonnefond. Gilles Bonnefond, bonjour, vous êtes président vous, d'USPO. Alors, l'USPO, c'est l'Union des syndicats pharmaciens d'officine. Vous étiez en première ligne pendant l'épidémie de Covid, notamment en termes de distribution des masques. Comment est-ce que vous avez réussi, comment est-ce que vous êtes organisé pour satisfaire à la fois les infirmiers et les médecins dans un contexte de pénurie extrême? Comment vous avez fait? Alors d'abord, merci de votre invitation. D'abord, on a proposé à Olivier Véran, c'était sa première réunion quand il venait d'être nommé ministre, on lui a proposé notre logistique en lui disant, si vous voulez que l'on vous aide pour protéger les professionnels de santé qui doivent intervenir auprès des patients, nous sommes prêts à vous aider. Ah, il n'a pas refusé. Il nous a... Ça se comprend en même temps. Et on n'avait pas mesuré la pénurie. Donc il a fallu gérer la pénurie et donc la distribution des masques approvisionnés par Santé publique France de façon très aléatoire, très compliquée, sans aucune visibilité, eh bien il fallait récupérer ces masques, en compter 24 par semaine pour donner aux médecins, 18 pour les infirmiers, tant pour les dentistes. Et puis on est allé loin puisqu'on a réussi à donner des masques aux aides à domicile qui intervenaient auprès des personnes âgées, qui n'étaient pas prévues au départ. Et ça a même fini par les opérateurs funéraires, puisqu'eux aussi étaient concernés par ces équipements de protection. Donc on a fait ce travail dans des conditions difficiles de pénurie, avec parfois de l'incompréhension de la part de certains professionnels de santé qui se demandaient pourquoi on comptait les masques un par un, et traçabilité de ces masques. Mais ça a eu également un avantage, c'est qu'on s'est rencontrés. C'est que pendant cette période de crise où tout le monde avait tendance un petit peu à s'isoler, eh bien,
les professionnels venaient à la pharmacie, on échangeait sur la situation, sur leur perception, sur la façon dont ils s'étaient organisés, les médecins pour accueillir les patients, les infirmiers parfois en difficulté parce qu'ils n'avaient pas, au-delà des masques, d'autres équipements comme des blouses, des gants, des visières, où il y a eu un énorme élan de solidarité, où on a donné des visières aux professionnels pour se protéger. Donc ça a été extrêmement utile parce qu'on a maintenu un lien entre professionnels de santé et on leur a permis d'intervenir de façon sécurisée auprès des patients. On n'a pas été rémunéré, hein, c'était réquisition de guerre, on a l'habitude, mais je dirais que ça a été très efficace et très utile, et ça laisse des traces très positives en montrant que, à un certain moment, en étant complémentaires avec d'autres professionnels, eh bien, on arrive à se soutenir dans des moments qui sont extrêmement durs. C'est ça qui est intéressant, le paradoxe de cette épidémie de Covid 2019, c'est qu'à travers, au-delà du drame humain, ça a paradoxalement permis, dans certains cas, justement de mieux travailler ensemble. La question que je voulais vous poser à ceux qui n'ont pas encore répondu justement, c'est concrètement, mais très concrètement, qu'est-ce que ça a engagé de positif, cette idée d'épidémie de Covid, qu'est-ce que ça permet de mieux travailler ensemble? Pascal, Dominique, qui veut répondre en premier? Oui, Jean-François aura la parole après. Oui, alors c'est vrai que dans le cadre de cette crise, ce qui paraissait impossible chaque jour devenait possible le lendemain. En ce qui nous concerne, on a 133 hôpitaux et cliniques privés en France, 56 ont pris en charge des patients Covid, plus de 6 000 en réanimation, soins intensifs et soins continus, 10% en France entière des patients. Voilà, et on est parti du territoire, on a travaillé main dans la main, que ce soit à Saint-Étienne avec le CHU, à Lyon, avec la paix à Paris, avec les GHT, etc. Donc, on est parti, je veux dire, la gravité de la crise fait qu'au-delà parfois de l'ignorance, des petites bisbilles, on va dire, et on s'en fiche des statuts, on est parti des besoins. Soit on prenait en charge la chirurgie élective, soit vice-versa. On a accru à un moment nos lits de réanimation en 3 jours de 128 à la demande de l'ARS en Ile-de-France. Agence régionale de santé. Je tombe dans le piège, Agence régionale de santé. Ce qui est très bien, c'est qu'on oubliait, j'ai envie de dire, les normes. On travaillait sur le contrat et la confiance. On a transformé beaucoup de soins intensifs en réanimation, avec des autorisations temporaires délivrées dans la foulée par les agences régionales de santé. Donc, la proximité, la confiance, on est tous là pour soigner les gens. Sous les deals des ARS, on a oublié les normes, on s'est centré sur le patient, peu importe le reste. Voilà. Donc, et il en reste vraiment, je crois sincèrement, des bénéfices, déjà de se connaître, de se rendre compte qu'on fait tous le même métier, médecins libéraux, médecins de ville, au-delà des statuts, voilà, immense. Ce qui m'a frappé effectivement, c'est qu'on a entendu des médecins dire on n'a jamais aussi bien travaillé. Parce que d'abord, on nous a donné des moyens et surtout, on nous a fichu la paix, on nous a essayé d'organiser comme on voulait. C'est ça que je trouve très intéressant. En fait, ça précède les thématiques de cette table ronde, c'est qu'effectivement, ça montre que lorsqu'on laisse les choses se faire, lorsqu'on fait confiance à la bonne volonté et à la compétence de chacun, effectivement, on travaille mieux. Oui, alors nous, notamment, ça faisait 2 ans que je me battais, notamment avec Guy Valencien, pour la reconnaissance du binôme médecin-infirmier. Et en fait, dans cette crise Covid, où il a bien fallu faire avec les gens qui arrivaient et le manque d'informations ou de moyens des institutions, les médecins qui ont une association de la promotion de la médecine de garde, avec les infirmiers de l'association des infirmiers libéraux du bassin alésien, ils sont venus nous chercher pour ouvrir un centre Covid où on a travaillé main dans la main. Voilà. Et en fait, on a facilité le travail de tout le monde et les médecins ont, là, après 2 ans de discussion, lancé le binôme médecin-infirmier. L'infirmier faisait l'accueil, l'orientation, faisait un bilan clinique infirmier et après, le médecin pouvait se consacrer uniquement à son examen médical et ça a marché très très bien. Voilà. Maintenant, il faut le faire reconnaître plus loin, il faut le faire remonter. Mais c'est vraiment, là, la mairie, la ville nous a beaucoup suivis, nous a ouvert un centre exprès. On a évité des catastrophes, des contagions croisées, puisque les médecins se sont organisés, ils ne recevaient plus dans leur cabinet les gens qui étaient suspects Covid, ils les envoyaient vers nous. Et les médecins et les infirmiers qui étaient sur leur jour de repos, d'astreinte, de garde sur ces centres Covid, géraient les patients qui arrivaient. Et on était aussi en étroit lien, comme à Metz, avec la ville et l'hôpital, la clinique et l'hôpital d'Alès. On avait fait des documents de prise en charge communs. Tout le monde se connaissait, tout le monde savait qu'il pouvait compter sur l'autre. Et en fait, on évitait les croisements de population à risque ou symptomatiques ou asymptomatiques. Et suivant ce qu'ils avaient, nous, on renvoyait vers la clinique pour les petites urgences
urgences, un peu plus graves vers l'hôpital. Et tout le monde a travaillé. Comme me dit Pascal, on est tous des soignants. Il y avait qu'un but, c'était éviter les dégâts maximum et que tout le monde puisse travailler comme il avait envie. Ça prouve qu'en situation d'urgence, on est effectivement capable de s'organiser au mieux. Jean-François Thébault, vous vouliez intervenir également. Même question à vous en tant que patient. Qu'est-ce que le Covid a permis, paradoxalement, en termes d'avancée ou de progrès? Je ne vais pas faire comme Georges Marchais en disant c'est votre question, mais ça ne va pas être ma réponse. Non, je voulais réagir sur ce qui a été dit juste précédemment. Premièrement, l'initiative laissée aux médecins, ça a été vrai dans les établissements hospitaliers. Paradoxalement, en ville, bon, il y a eu des expériences formidables comme celle qui vient d'être remise, mais les médecins libéraux, c'est dommage qu'on n'ait pas ici pour le dire, ont été carrément abandonnés à leur propre initiative. Ils ne se sont pas du tout sentis soutenus. Et j'en voudrais pour preuve que les patients que je représente aujourd'hui ont eu énormément de mal à trouver des médecins. On a fait un sondage à France, avec la Fédération française des diabétiques, sondage avec l'Alliance du Cœur, avec le CNAO, le collectif des obèses, avec la Fondation pour la recherche de l'hypertension, donc un collectif et la Société française de santé digitale. Et dans ce sondage, on a vu que 69% des Français, puisque c'était un sondage par région, 200 patients par région, 2400 patients de toute pathologie, 69% avaient dû quand même renoncer à des soins, et en particulier des soins de spécialistes. 44% avaient dû renoncer parce qu'avec la mise en place du plan blanc, il n'y avait plus de consultation hospitalière, ou parce qu'à défaut de masque, il y a des professions qui ont dû fermer, comme par exemple les podologues. Mais je voudrais tirer un coup de chapeau aux pharmaciens. Une fois n'est pas coutume peut-être, mais enfin je veux vraiment leur tirer un coup de chapeau parce que dans ce sondage qu'on a fait, donc qui est publié, on a vu que 87% des patients qui avaient répondu au sondage n'avaient pas eu de difficultés et s'étaient rendus au moins une fois ou plusieurs fois suffisamment chez leur pharmacien, qui a été vraiment le professionnel qui a été en contact avec les patients et qui est toujours resté actif, présent et pour certains ouvert même le dimanche. Et dans les 13% de ceux qui n'y sont pas allés, il y en a 6% parce qu'ils avaient déjà assez de médicaments et il y en a 3 et 4% parce que d'autres y sont allés à leur place. Voyez, donc il faut vraiment tirer un coup de chapeau aux pharmaciens. Alors nous, ce que ça nous a appris, le Covid, travailler ensemble, on le savait, mais on le savait de manière bilatérale, c'est-à-dire on travaille avec les médecins, les diabétologues, on travaille avec les pharmaciens, on travaille... Là, ça nous a forcé à travailler de manière multilatérale pour essayer de mettre tous les acteurs à la fois sur la table. Je vais prendre un exemple qui est peut-être caricatural, mais ça a été par exemple les podologues. Les podologues, du jour au lendemain, se sont trouvés interdits d'exercice parce qu'ils n'avaient pas de masque. Ils n'étaient pas parmi la profession qui avait le droit d'avoir des masques. Eh ben, on a pu obtenir, grâce à une coopération avec l'ordre des podologues et le syndicat des podologues, qui est une fédération, premièrement, qui mettent en place des centres d'urgence podologique dans des centres publics ou privés, et deux, auprès du ministère, qui puissent faire partie de la liste des professions qui pouvaient avoir des masques. Et on a obtenu de surcroît pour eux, c'est vraiment qu'un exemple, qu'ils soient dans la liste du télésoin pour pouvoir donner des conseils à distance sur l'état des pieds et des plaies. Vous voyez, donc ça nous a permis de travailler sur des sujets concrets et avec l'ensemble des représentations professionnelles. Merci Jean-François. Marie-Odile, je sais que pendant l'épidémie de Covid, le CHR, votre établissement, était un petit peu de référent, y compris les établissements privés. Et vous m'avez dit que ce qui est intéressant, c'est que cette coopération a été prolongée après le pic de l'épidémie. Si j'ai bien compris, aujourd'hui encore, vous continuez à travailler ensemble. Expliquez-nous en quelques mots justement comment se passe cette concertation publique-privée qui n'était pas tout à fait dans les usages habituels. Alors, au moment effectivement, à la mi-mars, au moment de cette première vague qui a été un déferlement, je crois qu'on le dira jamais assez, mais si on met de côté Mulhouse qui est passé sous un tsunami, moi j'estime qu'on a eu ici sur la Moselle environ 24 à 48 heures d'avance sur le virus en permanence et vraiment pas plus. L'ARS m'a demandé de piloter les opérations qui étaient à l'époque essentiellement des opérations de coordination
en particulier des urgences et de la réanimation. Alors depuis, c'est devenu bien autre chose. Depuis, il y a maintenant le laboratoire, les soins de suite et de réadaptation. Il y a eu effectivement les distributions de masques, il y a eu tout ça. Mais à ce moment-là, on est vraiment dans les lits de réa. Et donc, ils m'ont demandé de le faire sur 2 territoires, ce qui correspond grosso modo au périmètre de 2 groupements hospitaliers de territoire, la Lorraine Nord et la Moselle-Est, ce qui nous amène d'ailleurs en zone transfrontalière sur les 3 frontières belges, luxembourgeoises et allemandes. Et donc, la mission comportait effectivement cette coordination sur l'ensemble des structures publiques et privées. Et dans des conditions où, il faut bien le dire, un petit peu partout, comme ici, comme partout sur le territoire, bon, les relations sont bonnes, mais elles ne sont pas non plus, je veux dire que voilà, la concurrence est là, moi aussi, c'est l'occasion de le dire, les choses sont pas très simples, dans des conditions où la réglementation nationale aujourd'hui fait que la ressource médicale étant particulièrement rare dans l'Est de la France, ben voilà, les structures se volent les médecins, il faut bien le dire. Donc voilà, on a fait cette coordination et je l'ai abordée, je l'ai acceptée avec une certaine inquiétude pour ne rien vous céder. Et donc j'ai vraiment mis beaucoup de cœur d'abord à y apporter toute l'énergie qui était nécessaire, un gros investissement et en faire une véritable coordination. Et je crois vraiment, enfin bon, ça a été pour moi une très grande fierté quand en sortie de crise, on s'est posé, là nous étions à la veille des périodes estivales, en se disant bon, on peut arrêter maintenant nos réunions de coordination, et où finalement ce sont les établissements privés qui sont venus me dire bah écoutez, non, on n'est pas d'accord, ça a très bien marché. Donc là, on vous demande de continuer, soyez sympas, continuez nos réunions, on peut les espacer un peu. Voilà, et donc je crois vraiment que ce qu'il faut en tirer aussi comme... alors déjà, en format rétex, pourquoi ça me semble-t-il fonctionner? D'abord parce qu'on y a tous trouvé un intérêt, ça c'est pas douteux. Nous étions dans une crise gravissime où très clairement on a mis en jeu à un moment donné, entre fin mars et le 4-5 avril, très clairement la vie de nos patients et la situation de nos urgences. Nous sommes passés à quelques doigts, vraiment très peu de choses de la médecine de guerre. On n'y a pas été, on l'a pas faite. On l'a pas faite parce qu'on s'est battu, parce que vous le savez qu'à ce moment-là, vous êtes bien placé pour le savoir, puisque je pense que c'est un peu ça aussi qui déclenche ma présence aujourd'hui. J'ai été amenée à m'exprimer largement sur les médias et je l'ai fait avec toute cette communauté derrière moi. On savait qu'on a gradué, on parlait des lits tout à l'heure, on a gradué l'augmentation de nos lits de réa en fonction d'un parc de respirateurs qui était manifestement très insuffisant, je dirais pas indigent, mais absolument pas préparé pour une crise comme celle-là, très clairement, public comme privé, je veux dire, voilà. Et donc, on a mis nos forces ensemble, on a travaillé à essayer effectivement de mobiliser l'ensemble des acteurs pour pouvoir nous soutenir. Alors, puisqu'on parlait tout à l'heure des masques, j'entendais monsieur parler des masques tout à l'heure, nous sommes allés, nous, jusqu'à récupérer les respirateurs des cliniques vétérinaires. Voilà, je crois qu'il faut le dire aujourd'hui, ça c'est important, enfin, ça paraît incroyable, jamais je n'aurais pensé dans ma vie devoir faire ça. Et je dois dire que je l'ai fait avec toute une communauté derrière moi, publique et privée. Ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et donc, nous avions opéré une stratégie de réponse graduée à l'arrivée du virus. Nous savions que nous avions besoin de chaque nuit entre 5 à 8 lits de réanimation supplémentaires. Donc, nous les ouvrions de manière graduée, côté public, côté privé, sachant que le centre hospitalier régional a représenté en pic de crise à peu près 121 lits de réanimation et l'ensemble des autres structures publiques et privées des 2 territoires, une centaine de lits. On avait à peu près 220 lits, on est monté à 220 lits à partir d'une base de départ qui est à une grosse cinquantaine, faut pas non plus, voilà. Donc on a quasiment quadruplé notre capacité et on l'a fait de manière très comment dirais-je, je n'en reviens encore pas comment finalement avec des cellules de crise à un moment donné quasiment quotidiennes, tout ça s'est aligné, ça s'est vraiment très bien aligné et finalement de cela on a tiré évidemment alors d'abord la question de la coordination et on a bien vu notre puissance, la question de la communication, de la transparence auprès des populations, je pense aussi aux hommes politiques, la communication qu'on a travaillé ensemble, menée ensemble,
Et puis, évidemment, le temps passant, ensuite, on a géré les masques de la même manière. On a dû gérer les curares aussi, les molécules. On l'a fait ensemble. On a mis nos pharmacies sur des stocks communs. Pendant la crise, on a mis nos pharmacies en stock commun, de sorte à être certain qu'aucune de nos structures ne se retrouverait en situation de manque qui pourrait être crucial et absolument dans des conditions qui pourraient être à déplorer de manière vitale pour un patient. Un instant, Marie, un instant, s'il vous plaît, parce qu'il faudrait. Gilles voulait justement parler en tant que pharmacien. Je vous redonne la parole, Gilles. Oui, merci. Nous, très concrètement, ce qui nous a été confié, et c'est là où c'est important, et tout le monde l'a repris, c'est qu'on a dérogé aux règles. On a dit l'administratif, c'est important, mais c'est secondaire par rapport à l'intérêt des patients et par rapport à la situation d'urgence. Alors, comment on a dérogé aux règles? En fait, l'objectif était simple. Comment des patients âgés, des patients chroniques, il ne fallait absolument pas qu'ils soient inquiets pour la continuité de leur traitement. Donc même si l'ordonnance était expirée, même si l'ordonnance était limitée à 28 jours, traitement substitutif aux opiacés, hypnotiques, stupéfiants, eh bien on a été autorisé, avec un échange avec le médecin bien évidemment, à renouveler ces traitements. Et donc ça a mené une stabilité au niveau de la population qui les a rassurés en disant « de toute manière, je ne manquerai pas de médicaments, les pharmacies sont ouvertes et le pharmacien est autorisé à renouveler les traitements et assurer la continuité des soins. Le seul engagement que l'on prenait, bien évidemment, c'est que le patient soit stable, sinon il fallait réévaluer la situation. » Et donc ça a conduit à effectivement un échange avec les médecins qui nous disaient « mais prends-le, fais-le ». Parce que moi, je n'y arrive pas. Et comme disait Jean-François Thébault, ils étaient mal organisés parce qu'il ne fallait pas qu'ils prennent des patients qui risquaient de contaminer leur cabinet. Donc, ils essayaient le matin de faire tel type de patient, l'après-midi tel type de patient, mais ils étaient complètement débordés. Et on est allé plus loin, puisque on disait quand même à l'époque, restez chez vous. Donc, comment on fait pour avoir des médicaments quand on reste chez soi et qu'on est un malade chronique à risque? Eh bien, les pharmaciens, au téléphone, prenaient la demande des patients, renouveler les traitements et aller porter des médicaments à domicile, à les dispenser à domicile en prenant toutes les précautions nécessaires, parce qu'on prenait des ascenseurs, on ouvrait des portes, etc. Et on ne rentrait pas dans les appartements. Donc il a fallu vraiment une véritable organisation au niveau de l'officine où pratiquement en fin de matinée et en fin de soirée, il y avait 4-5 patients à aller livrer. Alors il fallait téléphoner avant, etc. Ça nous a consommé un temps, mais ça a été extrêmement efficace. D'ailleurs, on n'a pas entendu. Et ce qui a été important aussi, c'est qu'on a enquêté derrière sur qu'est-ce qui s'est passé sur ces médicaments chroniques. Est-ce qu'il y a eu une augmentation et donc une opportunité, voire du stockage inutile, ou au contraire une sous-consommation qui aurait montré que l'organisation était inefficace. On est resté entre du -1 et +2. Vous voyez, on est resté sur des choses tout à fait normales, et donc ça a été efficace. Ce qui montre que quand... La question qu'il faut se poser maintenant, est-ce que toutes ces règles que l'on a, gardées depuis longtemps pour protéger, parce que c'est des médicaments qui devaient être prescrits par l'hôpital, donc il fallait certaines... Est-ce que toutes ces règles sont utiles pour protéger les patients? Est-ce qu'elles sont efficaces pour protéger les patients? Est-ce qu'elles sont pas au contraire quelque chose qui entraîne une complexification de la prescription des médecins et de la dispensation des pharmaciens? Et je n'oublie pas les infirmiers, parce qu'on a beaucoup échangé avec les infirmiers pour assurer aussi la continuité pour les pansements, pour le renouvellement des pansements, pour qu'ils puissent continuer leur travail. Dominique, justement, ce que je voulais dire, c'est que c'était important, c'est comme il vous l'a dit, bon, eux, ils ont fait des livraisons à domicile, mais ils n'ont pas pu aller partout. Les médecins se sont moins déplacés parce qu'ils étaient débordés. Et nous, le pays a pris conscience que sur tout le territoire, il y avait des infirmiers qui ont géré aussi des renouvellements en collaboration avec les pharmaciens. Des fois, c'est nous qui allions les chercher, des fois, ils avaient juste à le déposer. On a eu des chutes, on a eu des globes vésicaux, des infections urinaires où les médecins ne se déplaçaient pas, où il y avait un peu de téléconsultation, mais l'expertise clinique de l'infirmier faisait que le médecin était capable de prendre une décision sur la conduite à tenir. Et là, c'est là qu'on voit qu'il y a une inéquité, c'est que nous, dans l'expérimentation équilibre, toutes ces choses-là, elles nous sont reconnues, rémunérées, valorisées.
Nos collègues qui ont fait les mêmes choses, ils n'ont aucune cotation dans notre nomenclature qui le permet, donc ils l'ont fait souvent sans en être reconnus. Et ça vient de Hollande, le modèle Borzog, et c'est l'association Soignons Humains qui a convaincu le ministère et la CNAM. Et là, on s'est rendu compte de visus que ça apportait quand on laisse des prérogatives aux infirmiers, quand on dépasse un petit peu ce qui est attendu, ce qui est autorisé, comme l'a dit le collègue pharmacien, on a vraiment travaillé tous ensemble pour les patients qui étaient seuls, isolés. On a comblé les manques comme ça. Je crois qu'il y a un mot important qui a été prononcé par Gilles Bonnefond, c'est le mot de dérogation par rapport à un système classique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'effectivement, on est agile et en fonction du principe de réalité, on fait sauter un certain nombre de verrous. Alors, il y a un article de la loi de sécurité sociale de 2018 qui s'appelle l'article 51, dont on parle beaucoup, qui justement prévoit la possibilité de nouveaux modes d'organisation avec des financements dédiés. En fait, c'est un petit peu comme si le Covid avait fait exploser l'article 51 qu'on en avait mis partout. Maintenant qu'on revient dans une structure plus classique, la question que je voulais vous poser à chacun d'entre vous, c'est comment faire en sorte que cet article 51, qui est à la fois très novateur et très, voire trop encadré, comment justement revenir au principe de réalité, faire en sorte que cet article 51 soit plus facilement utilisé. Pascal Rocher, vous interagissez. Oui, alors sur le fond, effectivement, je pense vraiment que l'article 51 est une chose formidable sur le principe pour la France, parce qu'on est tellement dedans qu'on oublie un petit peu que par rapport aux autres pays qui nous entourent, que je connais, l'État gère les hôpitaux, la Caisse nationale d'assurance maladie, les médecins de ville, les médecines libérales, et les départements, le médico-social. Donc on a une gouvernance éclatée. Je le dis souvent, on dépend de 14 instances de gouvernance en France, avec la Haute Autorité de Santé, etc. Il y en a 14. Et l'article 51 a ce mérite fondamental de déroger, on va dire, à cette complexité entre l'assurance maladie et la gestion hospitalière, qu'elle soit agence régionale de santé, etc. Donc, sur le principe, c'est formidable et c'est ce que je vois dans les 3 pays nordiques dans lesquels nous sommes présents. Après, nous sommes, en ce qui nous concerne, sur un projet qui est d'ouvrir l'an prochain en France des centres de soins primaires dans certaines villes, sur des modèles qui se veulent justement nordiques, avec l'ensemble des professions, payées à la capitation et non pas à l'acte. Et on va y arriver, j'en suis certain, on est résilient. Il en demeure pas moins qu'en termes, on va dire, d'accords, de temps, etc., pour faire avancer, ça reste très très lourd. Donc l'article 51, formidable, il faut aller plus vite, il faut aller plus loin, parce que la gouvernance du système de santé en France freine et ne favorise pas cette coordination à laquelle tout le monde, je crois, je pense, de ville-hôpital. Vous voulez réagir? Oui, il faut accélérer. L'article 51, c'est vrai que ça permet de mettre un cadre pour déroger, sauf que l'article 51, malgré l'accélérateur, ça prend 1 an et demi, 2 ans. Donc on n'est plus dans le même rythme que l'après-Covid. On voit bien sur le territoire les communautés professionnelles territoriales de santé, les équipes de soins primaires, où là, on peut créer des choses beaucoup plus rapides et beaucoup plus agiles, avec des dérogations sur l'organisation, mais également sur le mode de rémunération. On voit bien qu'il y a un débat aujourd'hui sur le mode de rémunération qui est totalement inadapté par rapport aux nouveaux besoins des patients. Donc comment on fait pour transformer et faire que tout le monde soit capable de modifier son modèle économique, ce qui n'est jamais simple, pour pouvoir mieux répondre de façon efficace aux nouveaux enjeux de santé publique. Les personnes âgées, les patients chroniques, la meilleure organisation de la sortie hospitalière sont des enjeux stratégiques. Comment on met en place cette mécanique? Et je crois que vous l'avez dit tout à l'heure au début, il faut faire confiance au terrain. Parce qu'en fin de compte, qui c'est qui doit bénéficier de ces organisations? Le patient. Le patient, parce que c'est lui qui a ce besoin spécifique, parce que c'est un patient complexe qui n'est pas stabilisé, qui est fragile. Et c'est bien sûr les acteurs qui sont autour de ce patient qui disent « mais voilà l'organisation que l'on peut mettre en place, à la fois pour le sécuriser, pour l'accompagner, et pour ne pas consommer trop de temps ». Et si on commence à inventer des choses trop structurées et trop administratives, eh bien ça désintéresse et ça démotive les professionnels de santé qui sont souvent pleins de bonne volonté. Marie-Odile, vous voulez intervenir? Oui, Marie-Odile, on vous écoute. Oui, merci beaucoup, monsieur Olivier, parce que je pense que je suis celle qui porte dans cette affaire-là. C'est très important ce qui se dit et ce qui se passe en ville autour de la population. Je porte moi effectivement le message de ce qui se passe au niveau des structures hospitalières dans leur ensemble, publiques et privées pour le coup. Et je pense que vraiment, alors je ne parlerai pas de l'article 51, mais peut-être d'un envahissement du corpus réglementaire. On a vraiment
on a le sentiment qu'aujourd'hui, on sait où nous devrions aller, où nous aurions envie d'aller. On a mis beaucoup d'espoir dans le Ségur en se disant peut-être que des lignes vont bouger. Nous savons par exemple que pour atténuer nos effets de concurrence et probablement travailler à une synergie qui serait vraiment, mais alors là pour le coup, au bénéfice complet du patient, nous devrions travailler sur nos questions statutaires. Il faut absolument, absolument faire évoluer ça. On est sur quelque chose qui est maintenant complètement dépassé, vieilli, désuet. Et puis, il faudrait aussi certainement faire avancer les choses sur les questions de critères de financement des structures, de critères de financement, de valorisation de l'activité. Alors, je ne vais pas dans le détail, ça n'a pas d'intérêt aujourd'hui, mais on avait une très forte attente autour, si vous voulez, d'un rapprochement de la critérisation, hein, aussi bien de la rémunération des professionnels que quelque part de la valorisation de l'activité. Et on s'aperçoit qu'en fait, bon, le Ségur a distribué de l'argent, mais en fait, on n'a pas avancé sur ce qui pourrait, pour nous, être un levier pour nous donner des chances de rebondir, de faire vivre ce qu'on a constitué, ce qu'on a réussi à mettre en place et dont on a démontré les effets incroyables là pendant cette crise, quoi. On avait bon espoir de pouvoir voilà, rebondir sur des effets pris en compte par le national, et on voit bien que le national aujourd'hui ne s'en saisit pas, tout au moins pas tout à fait, tout au moins pas comme on le souhaiterait. On va y revenir. Ahmed Dominique, vous d'intervenir. Ouais, donc pour les articles 51, comme le dit Pascal, il faut dépasser les barrières, notamment sur le financement. Nous, notre article 51, c'est le seul qui a duré pendant le Covid, c'est le seul qui remet en cause le financement. Et la nomenclature est obsolète. Il y a plein de choses qui n'apparaissent pas. Nous, on n'est plus payé à l'acte, on est payé au temps passé pour le patient et pour l'aidant. Ça modifie tout. Et le patient, il n'est pas là pour être materné, il est là pour être sécurisé. Et dans notre expérimentation, grâce à cet article 51, ce qu'on fait, après, on évite les problèmes de iatrogénie avec les pharmaciens. Il faut travailler ensemble. Lui, il fait l'entretien médicamenteux. Nous, on peut faire l'éducation thérapeutique. Qui est-ce qui est gagnant au bénéfice? C'est le patient derrière. Ça limite les problèmes. Il faut qu'on travaille là-dessus. Il y a un autre article 51 dans lequel je suis, diapason, biologiste, médecin, infirmier, sur les AVK. Et on a tout de suite le résultat. On a un protocole qui est fait entre l'infirmier et le médecin, le biologiste, et sans se poser les questions de légalité, bah oui, mais toi, tu n'as pas le droit de modifier, mais je n'ai pas donné mon accord. Grâce à cet article 51, on fluidifie, on simplifie, et le patient est gagnant. Jean-François Thébault, est-ce que vous avez une petite remarque à faire en tant que patient, justement, sur ce fameux article 51, dont on dit le mieux comme le pire éventuellement? Comment voyez-vous ce déploiement dans les meilleures conditions possibles de l'article 51? On ne vous entend pas. J'avais coupé mon micro. Merci Jean-François. L'enfer est pavé de bonnes intentions. L'idée est louable, mais la technocratie, la difficulté, la réglementation est fait qu'il y a très loin de la coupe aux lèvres, si je peux encore donner un proverbe. Pour ce qui concerne, d'abord, remettons les choses en place. Il n'y en a que 65 qui sont autorisés en France à ce jour, l'article 51. C'est quand même pas beaucoup. Bon. Concernant le diabète, il y en a 20 qui ont été déposés, 13 régionaux et 3 qui sont nationaux, et les autres, ils sont sur deux régions. On n'en a que 3 autorisés aujourd'hui, vous voyez, sur une pathologie qui compte 4 millions de personnes et qui devrait être l'exemplarité de la prise en charge pluridisciplinaire. C'est bien. L'un qui est autorisé sur la pompe insuline, à la mise en pompe insuline dans un centre externe et non pas hospitalier à Lyon. L'un qui est en fait un rattrapage d'une erreur du programme étape, puisque c'est la mise en place de la télésurveillance sur le diabète gestationnel par MyDiaby qui n'était pas inclus, alors que c'était une ânerie de ne pas l'avoir mis, parce que c'est le programme qui marche le mieux de télésurveillance de tous les programmes de diabétos. Et un troisième qui est sur tentative de mise en place des pompes à insuline. Alors celui-là, il n'est pas encore autorisé. L'autre type autorisé, c'est celui sur la prise en charge du diabète de type 2 par une équipe pluridisciplinaire dans une MSP dans les Hauts-de-France. Un quatrième qui est déposé, mais dont on n'a pas encore de nouvelles, qui était sur la mise en place des pompes à insuline dans les cabinets de diabétos libéraux. Voilà. Donc en fait, voilà où on en est. Puis alors il y en a d'autres qui sont en cours
parcours de dépôt ou d'expertise, comme un qui paraît très intéressant à l'initiative des pharmaciens, par exemple, dont je ne parlerai pas, mais qui paraît très intéressant sur les parcours de soins et des patients en échec de parcours. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'article 51, c'est encore une fois une expérimentation qui va durer, on ne sait pas trop combien de temps, et qui devra déboucher sur des nouveaux modes de rémunération, parce que c'est ça l'objectif de l'article 51, enfin de cette partie de l'article 51. On avait une discussion sur la task force parallèlement sur l'évolution des modes de rémunération. Depuis le départ de Jean-Marc Aubert, la task force, elle est en sommeil. Il faut dire qu'il y a le Covid. Mais je veux dire, tout ce qui concerne les nouveaux modes de rémunération s'est mis en sommeil pour le moment. Et comme l'ont dit les acteurs précédents, les intervenants précédents, je veux dire, c'est là que ça se passe. Bon, je ne sais pas si c'est un problème de statut ou pas. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des passages, que le praticien hospitalier il puisse travailler en ville, que le praticien libéral il puisse aller à l'hôpital. Alors, statut ou pas statut, mais ce qu'il faut, c'est qu'ils ne soient pas pénalisés quand ils le font. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de praticiens hospitaliers temps complet et de moins en moins de praticiens à temps partiel. Ce qui veut dire que, contrairement à ce qu'on espérait, il y a de moins en moins de praticiens qui ont des exercices mixtes. Voilà ce qu'on constate. Alors, c'est très bien, parce que justement, vous m'amenez une question qui a été posée sur Internet que je vais vous livrer. Pourrait-on envisager un contrat unique d'exercice pour les professionnels de santé travaillant dans des structures sanitaires différentes? Est-ce que donc on peut imaginer un contrat d'exercice unique avec des modalités, qu'on travaille dans un EHPAD, dans une structure privée, dans une maison de santé? Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte justement de changer le mode de rémunération des professionnels de santé de telle sorte qu'ils arrivent mieux à travailler les uns avec les autres? Si je peux répondre sur ce sujet, c'est pas la bonne approche du problème. L'approche du problème, c'est pas un statut unique qui permet tout ça. L'approche du problème, c'est la capacité que les différents modes de statut soient compatibles entre eux, et notamment au point de vue prévoyance. Parce que ce qui handicape les professionnels la plupart du temps, c'est de la perte au point de vue prévoyance. Perte des indemnités maternité pour la jeune femme PH salariée qui veut aller travailler en ville. Perte des points de retraite quand il se met à temps partiel. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que le libéral qui travaille une fois par semaine, c'est pas rentable. Vous voyez, donc c'est un problème de rendre faisable cet exercice multiple et que les statuts ne soient pas pénalisants. C'est plus ça le problème que le problème d'un statut unique, à mon avis. Ok. Gilles, vous voulez réagir? Oui, je rebondis sur l'exemple des maisons de retraite, des EHPAD qui ont été quand même mis à rude épreuve pendant cette période, dont les pharmaciens intervenaient dans les EHPAD. Et on voit bien que les médecins ont de plus en plus de mal à dégager du temps pour accompagner ces patients en EHPAD. Un résident qui arrive nouveau dans un secteur a du mal à trouver un médecin traitant, même si c'est un EHPAD. Oui. Et donc, il faut dégager du temps. Et on voit bien là, on peut mettre en place des protocoles, puisqu'on est sur des personnes âgées avec un certain nombre de pathologies. Le statut n'a pas d'importance. On a des infirmiers qui ne sont pas libéraux, qui sont salariés de l'EHPAD. Ce qui est important, c'est comment on met en place un protocole qui surveille le patient pendant cette période et comment on assure la continuité des soins, bien sûr au-delà des médicaments, des kinés, etc. Donc, aborder le sujet par le statut, ce n'est pas la solution. Ce qui est important, c'est quel est le nouveau besoin, quelle est l'offre de soins sur le territoire, comment je m'organise pour répondre à cette demande, et après je déroge à des règles quand elles deviennent pénalisantes pour répondre aux besoins des patients. Je pense qu'il faut toujours ne pas oublier l'essentiel et pas commencer à réinventer de l'administratif. C'est ça qui est troublant. Quand on discute avec des médecins, ils nous disent « j'en ai marre de l'administratif, oui. J'en ai marre, je ne peux plus, etc. » Ils ont raison. Et ils ont raison. Mais après, on dit « bon, on va faire une communauté territoriale des professionnels de santé ». Il faut 1 an et demi pour la construire. Une maison de santé pluriprofessionnelle, c'est encore pire. On veut faire une équipe de soins primaires, il faut faire des statuts, créer une association, mettre en place un bureau, ouvrir un compte, etc. Vous consommez un temps fou de professionnels de santé à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire, de l'administratif. Foutez-nous la paix avec ça. On met en place une équipe de soins primaires autour des patients. On déclare cette activité à l'assurance maladie. Et on a un mode de rémunération adapté parce qu'on répond aux besoins des patients. On n'a pas besoin de créer des structures pour ça. On a besoin de signaler qu'on travaille ensemble pour avoir une meilleure organisation et une reconnaissance du travail effectué ensemble. Alors pour la première fois, le mot de médecin traitant a été cité.
On sait que c'est une des caractéristiques françaises, c'est ce fameux médecin traitant. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on pourrait s'en passer demain? Ou en tout cas, trouver d'autres solutions qui permettent d'éviter de passer systématiquement par ce maillon qui, parfois, semble-t-il, est un peu bloquant. Quelles seraient les possibilités d'organiser, ce que disait un petit peu tout à l'heure Gilles Bonnefond, comment on pourrait s'organiser sans forcément bypasser, sans forcément mettre de côté le médecin traitant, mais ne pas le mettre systématiquement au centre comme premier maillon. Comment on pourrait imaginer d'autres formes d'organisation? En fait, peut-être un mot par rapport à ça, quitte un peu à choquer. Allez-y, choquez au contraire. Non, ce que je veux juste dire, il y a effectivement le médecin traitant en France, sauf pour l'ophtalmo, la gynéco, etc. Ça reste une porte d'entrée, mais quand même assez légère. Ce que je veux dire par là, c'est que dans beaucoup d'autres pays qui nous entourent, votre médecin traitant, il est désigné par l'État. Vous devez absolument y aller, sinon vous n'avez aucun remboursement. Donc on a encore en France, c'est une des forces du système, dans mon jargon, ce que je dirais quelque part, la liberté de choix de voir le médecin que l'on veut et la liberté, s'il y a besoin, d'aller dans la structure hospitalière que l'on veut, parce qu'il y a la portabilité des droits de la sécurité sociale. Encore faut-il que l'on puisse avoir un médecin traitant. Or, en France, des millions de Français n'ont pas de médecin traitant. C'est aussi le problème. Non, mais je suis complètement d'accord. La problématique, à mon avis, est moins le fait de devoir passer par le médecin traitant que l'accessibilité, la durée et, pour revenir à des fondamentaux, le dossier médical partagé. Pardon, malgré l'effort récent, ça doit dater de 2002 si je ne dis pas de bêtises, il n'y a que 8 millions de Français qui ont un dossier médical partagé. On taquine souvent les Anglais avec leur NHS, le système de santé. 65 millions d'Anglais ont 65 millions de dossiers partagés. Il y a une porte d'entrée dans le système anglais qui est loin d'être parfait, mais sur la continuité des soins, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème de dossiers partagés et simplifier la gouvernance, on pourra être tous pleins de bonne volonté. Je ne crois pas au grand soir sur ce sujet-là. Il va quand même falloir changer des choses. Tout à l'heure, tu l'évoquais, une étude il y a 2 ans montrait quand même qu'en moyenne, les hospitaliers que nous sommes, publics et privés, nous recevons 2,6 nouvelles normes par jour. 2,6 nouvelles normes par jour. Et je vais vous dire, ce qui est pire, pas de sens. Ce qui est pire pour un hospitalier, c'est finalement une norme, on sait qu'on doit l'appliquer. Le pire, quelque part, ce sont les recommandations. À juste titre, des multiples sociétés savantes et autres, parce qu'une recommandation, vous en faites quoi? Vous voulez l'appliquer, mais en même temps, quelle est? Bon, alors on peut avoir un débat juridique, et certains le savent mieux que moi, mais ce qu'on vit sur le terrain, justement, ce Covid a permis d'oublier tout ça, entre guillemets. Il va falloir capitaliser, ne pas revenir sur la rigidité induite par le système. Je ne me permets pas de commenter, évidemment, les personnes. Notre système induit quand même cette rigidité. Olivier. Bien sûr. Pour les médecins traitants, tous les patients aiment bien avoir leur médecin traitant. Quand ils peuvent, quand ils n'en ont pas, ils ne sont pas contents. Et ce qu'on a vu pendant le Covid, nous, dans notre centre Covid, les gens qui venaient consulter, qui n'avaient pas accès parce qu'ils n'étaient pas concernés par le centre Covid, il y avait les médecins de toute l'agglomération d'Alès qui recevaient les patients sans médecin traitant pour leur assurer de voir quelqu'un. Et dans une communauté professionnelle territoriale de santé, vous ne trouvez plus de médecins qui veulent prendre des patients en tant que médecins traitants, ils sont bondés. Mais s'ils peuvent les prendre à une occasion et que 15 jours après ou un mois après, c'est un autre médecin, et ça, en s'organisant, on peut le faire, là, on répond aux besoins et on n'aura pas forcément un médecin traitant attribué, mais on aura un médecin qui répondra aux besoins du patient. Alors, il y a une structure dont on a beaucoup parlé pendant l'épidémie de Covid, et d'ailleurs pas souvent en bien, sont les agences régionales de santé, les fameuses ARS. Comment faire en sorte, je vois que j'ai certaines questions autour de cette table, donc comment faire en sorte que les agences régionales de santé ne soient pas un frein, mais une possibilité de mieux travailler ensemble aujourd'hui? On a vu aujourd'hui que, enfin j'ai l'impression, vous allez me contredire ou pas, que c'était très ARS dépendant. C'est que ça dépendait à la limite beaucoup, non pas de la structure, mais de la façon dont cette agence régionale de santé fonctionnait. Donc comment faire en sorte qu'elle fonctionne globalement mieux? Marie-Odile, allez-y, j'ai vu que vous vouliez réagir. Oui, alors bon, 2-3 réactions. D'abord sur le statut, je pense que j'ai déclenché, voilà. Je suis beaucoup plus intéressée par la question des modalités de rémunération qu'à l'action des statuts. Je pensais à statut, je pensais suppression des statuts. C'est ça à quoi je pensais. Parce que je pense qu'effectivement, les statuts aujourd'hui sont devenus un frein technocratique comme les autres. Et donc je pense que si on veut effectivement pouvoir avancer, il faut qu'on puisse payer les gens ce qu'ils méritent. Et pour ça, il faut des leviers d'action. Et donc, il faut qu'on puisse effectivement travailler sur d'autres fondements. La question du médecin traitant, c'est une question qui me paraît demeurer centrale, mais je me rapproche de ce que vient de dire
l'intervenant de Ramsey, Monsieur de Ramsey. Monsieur Rocher. Voilà, je me sens tout à fait en phase avec ce qui vient d'être dit. Donc j'y reviens pas. Et donc j'arrive sur la question de l'ARS. Je pense qu'effectivement, on a probablement, en passant il y a quelques années des ARH qui étaient des administrations de mission, qui fonctionnaient d'ailleurs plutôt bien, aux ARS qui sont devenues des administrations fourre-tout, à qui on demande voilà, d'embrasser la totalité du champ sanitaire, médico-social et social. Je me demande si effectivement, qui trop embrasse mal étreint, il y a peut-être un petit sujet autour de ça. Et je nous renvoie peut-être à une réforme à la canadienne dans laquelle effectivement un certain nombre de ces missions des ARS ont été au Canada transférées à des groupements, je dirais, de type, dont je dirais le périmètre territorial est infra-région. Voilà. Alors ensuite, vous avez parfaitement raison de dire que c'est beaucoup plus souvent dépendant de l'équipe en place que de ce qu'ils font effectivement, des possibilités qu'ils ont, que peut-être du réglementaire. Le réglementaire n'est pas facilitant, mais en fonction de l'équipe de l'ARS avec laquelle on est amené à travailler, on peut avoir des résultats très différents. Et puis enfin, dernier point, je pense qu'il ne faut pas non plus se bercer d'illusions. Nous sommes un grand pays et cette affaire-là manie beaucoup d'argent. Donc je rappelle que c'est de l'argent public, c'est de l'argent de la sécurité sociale, donc c'est de l'argent qui quelque part vient des cotisations sociales, qui sont des cotisations salariales et patronales assises sur les salaires, y compris les salaires des plus modestes. Et donc il faudra bien toujours une autorité pour réguler. Je pense qu'il faut admettre le principe d'une régulation. Maintenant, cette régulation, elle est peut-être plus du tout organisée comme elle devrait. En tout cas, elle ne correspond pas aujourd'hui à ce que nous sommes en capacité de faire avec les retours d'expérience post-Covid que nous sommes en train d'évoquer. Merci Mérodi. Un mot très court, Gilles. Très court. Sur les ARS, moi je vais prendre le contre-pied de certains. J'ai défendu les ARS. Alors effectivement, c'était hétérogène en fonction des régions, mais imaginez cette structure recevant pratiquement toutes les heures des ordres et des contre-ordres à appliquer sur tout leur territoire, etc. Ils se sont retrouvés dans la même difficulté que les autres acteurs, qu'ils soient soignants, administratifs, assurance maladie. Donc je ne jette pas la pierre à ces personnes qui étaient pleines de bonne volonté, qui ont essayé de faire au mieux, mais avec eux aussi un poids réglementaire qui les mettait encore plus en difficulté que les soignants qui avaient obtenu la dérogation. Donc après, il faudra tirer le bilan à froid de tout ça et la coordination avec l'assurance maladie. On va arriver presque au bout de ce débat. C'est extrêmement frustrant parce qu'on aurait pu en parler encore pendant des heures. J'ai une dernière question à vous poser. Je vous demanderai d'être tous très courts, s'il vous plaît. On a vu notamment Jean-François Thébault, on a vu beaucoup de critiques aujourd'hui. Moi, ce que j'ai entendu aussi, quand j'ai regardé comment ça se passe à l'international, c'est que la France a été unanimement saluée pour sa capacité de réactivité. Donc on n'a pas fait que des choses mal. Donc la question que je voulais vous poser à chacun d'entre vous, c'est s'il y avait une chose, une seule, dont on pourrait s'inspirer de cette épidémie de Covid, qu'est-ce que la France finalement fait de mieux en situation d'urgence? Qui veut répondre? De façon très courte, s'il vous plaît. L'agilité, effectivement, ce que vous disiez, on est passé de 5 000 lits à plus de 10 000 lits de réa en l'espace d'un mois. Et une fois de plus, vu de l'étranger, je peux vous dire, au-delà de la gravité de la crise, du débat sur les masques, l'agilité de l'ensemble du système pour prendre en charge, Madame Sayar le disait, cette vague, ce tsunami, a été quand même saluée à l'étranger de manière phénoménale. Merci. Ouais, moi, je pense qu'il y a l'agilité. On a su s'organiser dans tous les coins du territoire et c'est le travailler ensemble. Et il faut qu'on continue. Pour bien travailler ensemble, il faut se connaître et se reconnaître, il faut se former ensemble. Il y a des formations pluriprofessionnelles, médecins, pharmaciens, infirmiers, kinés, il faut qu'elles se développent pour faciliter le dispositif. Gilles? Au-delà de l'agilité, la solidarité, la compétence de l'ensemble des personnels qui sont intervenus auprès des patients et je dirais cet élan qui était un élan de responsabilité. Et effectivement, j'étais très impressionné de voir les hôpitaux réagir de façon aussi rapide. On sait très bien que transformer un lit, c'est toujours très compliqué. Et là, on a fait des choses extraordinaires en prenant parfois beaucoup de risques, en transférant des patients par hélicoptère, par train, d'une région à l'autre. J'ai trouvé ça, moi, un signe très positif de la capacité de l'organisation du système de santé. Marie-Odile, très court, s'il vous plaît. Vous avez 20 secondes. Entièrement d'accord sur la question des ARS. Elles ont été, comme nous, franchement, je vais vous dire, voilà,
dans une situation extrêmement compliquée. Moi, j'ai confiance quand même. Je pense qu'on est capable, on est un grand pays et on est capable d'y arriver. Mais je crois vraiment qu'on n'a pas pris aujourd'hui à Paris toute la mesure de cette affaire. Merci. Jean-François, il vous reste 20 secondes également, si vous voulez répondre. Non, mettez Jean-François le micro. Le micro, Jean-François. On n'entend pas. Peut-on se passer d'un médecin traitant en tant que diabétique? Je dirais non. On a besoin d'une équipe avec un médecin disponible et donc qui soit soulagé d'un certain nombre de tâches administratives. Premièrement. Merci. Deuxièmement, Non, sur Jean-François. les ARS. Non, sur les ARS, il faut qu'elles soient plus près. Oui. Il vous reste 10 secondes. Après, je suis obligé de vous couper. Je suis désolé. Sur les ARS, il faut absolument qu'elles soient plus proches du territoire et donner plus d'importance aux délégations territoriales qui sont départementales. Et enfin, sur ce qui a été bien dans cette première partie de la crise et que je redoute que ce soit moins bien, c'est l'immense élan de solidarité, de fraternité et d'équité qu'il y a eu dans ce pays, mais qui se lézarde. Eh bien, écoutez, merci. Ce sera donc le mot de la fin. Nous allons donc faire une pause. Je vous souhaite, à ceux qui nous regardent, un bon déjeuner. Nous reprenons à 14h30 avec la solidarité face au handicap, avec une interview de Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, interviewée par Philippe de Normandie. Vous connaissez Philippe de Normandie, ce sera sûrement formidable. Bon appétit à vous. À très bientôt. Bonne journée. Merci infiniment.